Jaillissant d'un brouillard urbain froid et humide, un énorme monolithe triangulaire surgit de la ligne d'horizon. La ville de blocs d'appartements en béton en contrebas ne peut pas rivaliser avec la taille de ce bâtiment de forme bizarre qui s'élève à 330 mètres dans le ciel. Malgré son apparence inquiétante, il s'agit en fait d'un hôtel un peu plus haut que la Tour Eiffel en France ou que le Chrysler Building à New York. Avec 362 000 mètres carrés de surface utilisable et 3000 chambres, il est assez grand pour rivaliser avec certains des plus grands hôtels du monde. Il a même été conçu pour inclure des casinos et des boîtes de nuit. Alors tu penses bien qu'il est plein de vie. Mais malgré sa façade brillante, cet hôtel n'a jamais accueilli un seul client et est en fait resté vide pendant près de 30 ans. Avec toutes ces infos, peux-tu deviner où se trouve cet hôtel incroyablement effrayant ? Eh bien, prépare-toi car je te promets que tu ne vas pas croire ce que je vais te raconter. Alors, tu as pensé à un endroit en Amérique, peut-être une ville oubliée de Russie, ou peut-être la Chine. Ce serait logique étant donné qu'il s'agit des superpuissances qu'elles sont. Mais non, cet hôtel se trouve en fait dans l'un des pays les plus répressifs de la planète, la Corée du Nord. Oui, il s'agit de l'hôtel Ryugyong, qui se trouve à Pyongyang, la capitale du pays. Pour ceux qui l'ignorent, la Corée du Nord, officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, ou RPDC, est dirigée par la dictature socialiste de la famille Kim. Depuis 1948, 3 générations de la lignée Kim dirigent le pays avec une autorité absolue. Sa politique militaire et son régime oppressif lui ont valu de nombreux ennemis dans le monde entier. Pour cette raison, la Corée du Nord n'entretient pas les meilleures relations commerciales ou touristiques avec les autres pays et ne reçoit donc qu'environ 300 000 visiteurs étrangers par an. Cela peut sembler beaucoup, mais comparé aux 17,5 millions de visiteurs de la Corée du Sud, c'est à peine une goutte d'eau dans l'océan. Alors pourquoi aurait-il besoin d'un hôtel de 3000 chambres ? Pour le comprendre, nous devons monter dans notre machine à remonter le temps et revenir en arrière jusqu'en 1986. Cependant, cette machine à remonter le temps s'appuie sur la monnaie YouTube, des j'aime et des abonnements. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas d'appuyer sur les boutons ci-dessous. T'as terminé ? Super. Maintenant, commençons à voyager dans le temps. Nous y voilà, 1986. La guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique fait toujours rage et s'étend à la Corée. Le Nord soutenait les Soviétiques, mais le Sud soutenait les États-Unis, ce qui en faisait des voisins peu amicaux. Mais cette guerre a été menée avec une force perçue plutôt qu'avec des batailles, et la Corée du Sud n'a pas eu peur de se montrer. En 1986, une entreprise sud-coréenne a soutenu la construction de l'hôtel Stamford à Singapour, l'hôtel le plus haut du monde à l'époque. Le Sud se préparait également à accueillir les Jeux Olympiques de 1988, ce qui constituait un énorme doigt d'honneur démocratique à la Corée du Nord. Mais au lieu de se fâcher, la Corée du Nord a décidé de se venger. Elle a organisé le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de 1989, qui était une sorte de version socialiste des Jeux Olympiques. Pour accueillir les 22 000 participants, l'aéroport de Pyongyang a été agrandi. Un stade flambant neuf de 150 000 places a été construit et la construction de l'hôtel Ryugyong de 3000 chambres a commencé. Avec ses 105 étages, il volera le titre du plus grand hôtel au sud et mettra la Corée du Nord sur la carte. De plus, il n'existe aujourd'hui que 21 bâtiments de plus de 100 étages dans le monde. C'était donc une sérieuse démonstration de force à l'époque. Ce n'était pourtant pas une mince affaire, car la Corée du Nord n'avait pas accès à beaucoup de matériaux de construction avancés tels que l'acier. Et ils ont donc dû se contenter de ce qu'ils avaient en abondance, le béton. Mais sans armature en acier, le béton n'est pas assez solide pour construire des gratte-ciels massifs. C'est pourquoi il a été conçu comme un ensemble de 3 ailes, chacune inclinée de 75 degrés qui s'élèvent d'une large base à un sommet effilé. Elles convergeaient vers les 15 derniers étages qui abritaient des restaurants de classe mondiale, dont l'un tournerait, ainsi que plusieurs terrasses d'observation. Si tout se passait bien, ce serait le joyau de la couronne architecturale de la Corée du Nord. Mais avec des si, on met la lune en bouteille. La construction a commencé en 1987, mais lorsque le festival a eu lieu en 1989, l'hôtel était loin d'être terminé. Les responsables ont prétendu que des problèmes d'ingénierie avaient retardé le projet, mais que l'hôtel ouvrirait en 1992 pour célébrer le 80e anniversaire du dirigeant suprême Kim Il-sung. Cependant, en 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, et en 1992, l'économie de la Corée du Nord s'est effondrée à son tour. Le projet a été interrompu par manque de fonds, laissant une pyramide de béton laide et inachevée hanter l'horizon de Pyongyang. Pas exactement le cadeau d'anniversaire que Kim Il-sung espérait.
Pour ne rien arranger, des journaux japonais ont révélé que la construction de l'édifice avait coûté à la Corée du Nord la somme astronomique de 750 millions de dollars. À l'époque, cela représentait 2% de son produit intérieur brut. Tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné. C'était comme si le projet était maudit. Et comme toute bonne malédiction, elle allait durer un bon moment. Pendant 16 ans, la construction inachevée est restée sans fenêtres, ni aménagement, ni équipement. Même la vieille grue de chantier rouillée coincée à son sommet était trop corrodée pour être utilisée. Ils auraient pu démolir la structure, mais cela aurait montré au reste du monde qu'ils n'avaient ni les finances ni le pouvoir de terminer ce qu'ils avaient commencé. La démolition n'étant plus possible, ils n'ont eu d'autre choix que d'abandonner le nouvel hôtel au destin. Mais le gouvernement était tellement gêné par ce monument inachevé que les fonctionnaires l'auraient effacé de la ligne d'horizon sur des photos. Il n'a pas été complètement abandonné pour autant. Lors de grandes célébrations, la structure a été utilisée dans le cadre de feux d'artifice impressionnants. Mais tout de même, si tu dois dépenser 2% du PIB de ton pays pour quelque chose, est-ce que tu voudrais vraiment que ce soit pour une vulgaire chandelle romaine ? En 2008, sous le règne de Kim Jong-il, la construction a repris. Le gouvernement nord-coréen avait conclu un accord d'investissement avec la société égyptienne Orascom, qui avait également été payé pour fournir au pays un réseau 3G. Ils ont ri face aux allégations de la malédiction et ont conclu un accord d'une valeur de 400 millions de dollars, dont 180 millions seraient consacrés à l'achèvement de l'hôtel. Et soyons honnêtes, personne n'est plus doué que les Égyptiens pour construire des pyramides. Cependant, dans les années 1990, un membre de la Chambre du commerce européenne qui avait eu accès au chantier a déclaré que celui-ci était dans un état irréparable. La maçonnerie s'effritait, les cages d'ascenseur étaient tordues et les matériaux de construction utilisés étaient au mieux de qualité inférieure. Néanmoins, la toute nouvelle date d'ouverture du Ryongyong a été annoncée pour 2012, juste à temps pour marquer le 100e anniversaire du règne éternel de Kim Il-sung. Il semblerait que la malédiction soit enfin levée, non ? En 2011, l'extérieur était enfin terminé. Des panneaux de verre ont été installés à l'extérieur, ce qui lui donna un aspect super moderne et épuré. Mais bizarrement, l'intérieur était loin d'être terminé. En 2012, l'année de son ouverture supposée, un groupe de touristes a eu le droit à une visite unique au cœur de l'hôtel. S'ils s'attendaient à ce que l'intérieur soit à l'image de l'extérieur, ils ont été très déçus. De vastes étendues de béton dures et froides les accueillaient sous tous les angles, sans aucun aménagement ni mobilier. Il était même pas raccordé au réseau électrique principal. Au moins la vue du sommet n'était pas décevante. Malgré cela, il était clair qu'il faudrait un miracle pour que le Ryongyong ouvre ses portes d'ici la fin de l'année. Fin 2012, le groupe hôtelier de luxe allemand Kempinski a annoncé de façon surprenante que le Ryongyong ouvrirait partiellement sous la gestion à la mi-2013. Ce serait un peu tard pour célébrer cet important anniversaire des 100 ans, mais à ce stade, je parie que le gouvernement nord-coréen voulait simplement que ce soit terminé. Cependant, la malédiction a de nouveau frappé quelques mois plus tard lorsque, sans avertissement, Kempinski s'est retiré de l'affaire. Le tout nouveau chef suprême Kim Jong-un avait procédé à de nombreux essais nucléaires menaçants, ce qui a entraîné de lourdes sanctions sur les articles d'importation de luxe imposés par la Corée du Nord. Pour Kempinski, le fait de ne pas pouvoir faire entrer des articles de luxe dans son hôtel de luxe a considérablement freiné cette grande affaire, et l'entreprise s'est donc retirée rapidement et discrètement. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Kempinski ne faisait pas confiance à l'intégrité structurelle de l'hôtel, ce qui s'avérait être une bonne raison. En 2014, un immeuble d'habitation de 23 étages s'est soudainement effondré à Pyongyang, et environ 92 familles auraient tragiquement péri dans l'incident. Les médias de l'État ont rapporté que la construction n'avait pas été faite correctement. Et ce n'est pas exactement ce que toute personne cherchant à investir dans un hôtel dans la région voudrait entendre. Ainsi, la manœuvre nucléaire de Kim et la crise de la construction à Pyongyang ayant fait fuir les investisseurs étrangers, l'hôtel est resté intact pendant 3 années supplémentaires. En 2017, 30 ans après le début de la construction de l'hôtel qui brise l'économie, il n'était toujours pas ouvert. Une brève poussée d'activité a été observée en 2016 avec plusieurs chambres tout en haut repérées avec des lumières allumées. Mais l'hôtel du destin est resté fermé. Beaucoup douteraient qu'il ouvre un jour ses portes, tandis que d'autres se demandaient s'il n'était pas secrètement converti en quelque chose d'autre, comme un repère diabolique ou peut-être un immense parc aquatique intérieur. Quoi qu'ils en pensent, l'hôtel est resté fermé. Mais voilà qu'une nuit de 2018, le sommet même de l'hôtel s'est soudain mis à se colorer, tel un phare rouge vif dans l'obscurité. Le drapeau nord-coréen rayonnait depuis le sommet de la pyramide de l'hôtel. Quelques mois plus tard, la face avant du Ryongyong a également commencé à s'illuminer avec une variété d'images et de courtes vidéos répétitives. Le soir, le Ryongyong est devenu une énorme machine de propagande, diffusant en boucle un programme de 4 minutes avec divers slogans politiques, tandis que le cône au sommet projetait un énorme drapeau nord-coréen. Apparemment,
Il s'allume encore tous les soirs entre 19 et 22 heures. Mais dans l'obscurité, il ressemble un peu à l'œil de Sauron. Comme si la Corée du Nord ne ressemblait pas déjà assez au Mordor. Je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques hobbits dans les environs qui demandent le chemin du volcan le plus proche. Mais attendez, revenez en arrière, d'où vient exactement cet affichage lumineux géant? Eh bien, il s'avère qu'un énorme mur lumineux composé de plus de 100 000 LED avait été installé et financé en secret par Orascom. Ces gars-là savent vraiment comment faire une pyramide de merde. Tu te demandes peut-être pourquoi Orascom a proposé à 2 reprises d'aider à la construction d'un hôtel alors que l'accord portait principalement sur la couverture du réseau 3G. Eh bien, si tu regardes de plus près le Ryongyong, il s'avère que le sommet de l'hôtel est équipé d'une sorte de tour de signalisation, dont je suis prêt à supposer qu'elle appartient à Orascom. Bien que certains éléments de l'accord soient restés confidentiels, ils ont révélé qu'ils avaient investi encore plus d'argent dans l'hôtel, qui sera apparemment remboursé lorsqu'il sera opérationnel. Bien que la partie quand pose un peu de problème, car le gouvernement n'a pas inscrit de jour d'ouverture pour l'hôtel dans son calendrier. En 2019, un nouveau panneau a été affiché avec optimisme au-dessus de l'entrée principale, mais depuis lors, les portes sont restées fermement fermées. Ainsi, au lieu de voler la couronne de l'hôtel le plus haut du monde à la Corée du Sud, comme cela a été prévu il y a toutes ces années, et il est désormais répertorié comme le plus grand bâtiment inoccupé du monde dans le Guinness World Records. Il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais le fait de couvrir un hôtel de lumière si brillante qu'on peut les voir à travers toute la ville ne risque-t-il pas de déconcentrer les futurs clients qui séjourneront dans ces chambres? De plus, l'argent dépensé pour le mur lumineux n'aurait-il pas été mieux utilisé? Je sais pas, pour terminer l'intérieur du bâtiment par exemple? Ceci étant dit, il ne semble pas que le gouvernement ait l'intention d'ouvrir cet hôtel en tant que tel. Malgré l'affiche au-dessus de la porte, peut-être ils ont réalisé que les coûts de décoration intérieure seraient beaucoup trop élevés, surtout si on considère le peu de visiteurs que le pays reçoit chaque année, et ça, c'était avant la pandémie du Covid. Eh bien, s'il ne va pas ouvrir ses portes dans un avenir proche, je peux penser à quelques meilleures choses qui peuvent être utilisées pour autre chose que de la propagande. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais imagine-toi regarder un film sur les 330 mètres de cette chose, ou faire quelques parties de Mario Kart sur les 105 étages de ce mauvais garçon. As-tu une autre idée de ce à quoi il pourrait servir? Dis-le moi dans les commentaires. Malgré les plaisanteries, il y a en fait un aspect sombre que nous n'avons pas encore abordé au sujet du Ryongyong. Son prix. Ce chiffre de 750 millions de dollars peut sembler dérisoire si l'on considère que la construction de gratte-ciel comme le Shard de Londres et le Burj Khalifa de Dubaï ont compté environ 1,5 milliard de dollars chacun. Mais le fait est que la plupart des citoyens de Corée du Nord vivent dans une pauvreté abjecte. Des rapports récents suggèrent que les citoyens de ce régime sévère ne gagnent que 4% du revenu moyen d'un Sud-Coréen, soit un peu plus de 99 dollars par mois. Même si le taux de croissance économique du pays s'améliore, les experts pensent que le revenu moyen des Nord-Coréens diminue. Cela s'explique par le fait que les dirigeants du royaume ermite s'attachent davantage à dépenser de l'argent dans le domaine tel que l'armée, l'armement nucléaire ou les infrastructures bizarrement ostentatoires. Cela renforce la perception de leur pouvoir et de leur domination dans le monde extérieur, au détriment de leur peuple. Je veux dire que si les États-Unis déclaraient vouloir consacrer 2% de leur PIB à l'achat d'un hôtel, ça susciterait l'indignation, non? Certes, le PIB de l'Amérique est nettement plus élevé que celui de la Corée du Nord, environ 2700 milliards d'euros, mais 2% de ce PIB représenterait quand même 54 milliards. Avec ça, ils pourraient construire la Tour Eiffel 1500 fois de plus. Ça enverrait certainement un message au reste du monde, mais je ne pense pas que les citoyens américains en seraient très heureux, surtout s'ils restaient totalement vides par la suite. Quel gaspillage d'argent et d'espace. Bon, ceci mis à part, si tu devais un jour visiter la Corée du Nord, à quoi ressemblerait un séjour à l'hôtel dans le pays le moins accueillant du monde? Eh bien, il y a environ 8 hôtels fonctionnels à Pyongyang, et ils sont tous étrangement similaires. Le décor rappelle les années 50-60, les salles à manger sont immenses et pour la plupart inoccupées. Les cages d'escalier et les couloirs sont sombres, les coupures de courant sont fréquentes. Ils n'ont pas l'air très accueillants. Mais les choses les plus étranges sont de loin les petites machines à énigmes intégrées aux tables de chevet. Peut-être font-elles partie du système téléphonique ou d'une radio. À ton avis, de quoi s'agit-il? Je te laisse deviner car je ne pense pas être assez courageux pour aller le découvrir. Alors, penses-tu que l'hôtel Ryongyong ouvrira ses portes un jour? Ou bien es-tu déjà allé en Corée du Nord pour le voir de tes propres yeux? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.